Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Aujourd'hui, je vais aller encore plus loin dans la prise de risque concernant ce nouveau format sur les problèmes scénaristiques des personnages. En effet, on va causer d'un homme qui s'appelle Riboku. Et pour la première fois, je dois vous informer que le problème de Riboku n'a pas de solution. En effet, j'ai beau chercher dans mon esprit, creuser les frérots, je n'ai trouvé aucune solution pour le problème de Riboku, tout simplement parce que c'est un problème existentiel. Il est dans l'ADN du personnage et malheureusement, Ara ne pourra jamais, selon moi, le solutionner. Mais avant les frérots, je dois vous confier quelque chose. Comme vous le savez, la chaîne Fumigène a subi de nombreuses pertes ces dernières semaines. Et j'ai perdu en référencement. C'est bien normal, les anciennes vidéos, même si elles n'étaient plus d'actualité, continuaient à tourner. J'ai même des frérots qui se faisaient plusieurs fois les mêmes vidéos. Et maintenant, ils ne le peuvent plus. Et j'ai perdu, logiquement, en référencement. Je vous demande donc, s'il vous plaît, de lâcher votre plus gros pouce, les frérots, au niveau du pouce de Zenou qui rentre dans la tête de Jokaryu, les gars. J'ai vraiment besoin de votre soutien, tout simplement pour que la chaîne Fumigène puisse repartir sur de bons rails. On vise donc le 300 likes aujourd'hui. Je compte sur vous, les frérots. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler d'un manga que j'ai découvert récemment. Il s'agit de Shut Hell, un manga de Yu Ito. Je tiens d'ailleurs à remercier les éditions Panini qui m'ont honorablement envoyé cette petite pépite. Pour un fervent lecteur de Kingdom tel que moi, je dois avouer que cette œuvre a très vite attiré mon attention et je pense qu'il y a de fortes chances que vous aussi vous puissiez tomber sous le charme de ce manga. Nous sommes au début du XIIIe siècle. L'armée mongole et celle de la dynastie Tangut sont en guerre. Alors que Yurul, un jeune prince Tsog, se découvre une passion pour les écrits du peuple ennemi, une femme fait trembler les guerriers mongols. Pourtant réputés invincibles, les soldats redoutent tant cette créature, aussi sanguinaire qu'insaisissable, qu'ils la surnomment Shut Hell, le mauvais esprit. Si tout oppose Yurul et cette femme, leur rencontre va pourtant les amener à s'interroger sur leur destinée. Le premier élément qui m'a tout de suite attiré dans ce manga est la maturité du scénario. Ça fait plaisir de lire des œuvres qui abordent des thématiques fortes à travers des personnages à la psychologie complexe. Et dans Shut Hell, c'est précisément le cas. Ce manga vous plongera au cœur de l'invasion mongole du XIIIe siècle. L'histoire se centralise sur le génocide d'un peuple, les Tangut, et l'autrice a tenu à nous faire découvrir son univers à travers 3 protagonistes radicalement différents avec des objectifs propres, ce qui permet au passage d'apprécier cette histoire à travers 3 angles différents. Arabal est un guerrier Tsog très puissant, craint par les ennemis et respecté par ses alliés. Il cherche à rétablir la grandeur de son clan, mais cette reconquête passe par un acte odieux, à savoir le reniement de ses origines Tangut. Non, vous ne rêvez pas, Arabal attaque le pays de sa propre mère. Yurul est son frère aîné, et lui aussi il mène un combat, mais d'un point de vue plutôt idéologique. En effet, il cherche à préserver la culture Tangut. Il est fasciné par les écrits de ce peuple. Et pour finir, nous avons Shut Hell, qui est la représentativité de la vengeance. Elle est une rescapée d'un massacre et cette dernière a littéralement vu ses compagnons mourir. De nature douce au premier abord, elle devient rapidement une guerrière assoiffée de sang, avec des méthodes extrêmement bestiales. Dans ce manga, vous retrouverez le côté stratégique avant une bataille, et c'est quelque chose que nous connaissons très bien dans Kingdom. L'univers est évidemment très violent, et cette œuvre n'est pas à mettre entre les mains de n'importe qui. C'est un pur seinen. Les thématiques et sous-textes sont nombreux, mais je dois avouer que ce qui a le plus retenu mon intérêt, c'est le sous-texte magnifiquement porté par Yurul, à savoir la préservation du patrimoine culturel. Comme vous le savez, c'est quelque chose de très important pour moi. Et il y a une phrase que je répète assez souvent dans mes vidéos. Et oui, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Et c'est là où le personnage de Yurul est selon moi fascinant, car il n'essaye pas forcément de stopper le génocide en cours, il cherche à ce que l'histoire se souvienne du peuple Tangut. Il cherche à ce que leurs souvenirs soient préservés, et je suis fortement en empathie avec cela. Le trait de l'autrice est également très bon. On note une certaine forme de brutalité dans les scènes pour Arabal et même Shut Hell, mais lorsqu'elle dessine Yurul, on voit que c'est différent. Il y a quelque chose de
poétique, artistique, c'est délicat, c'est précis et j'ai vraiment apprécié cela. Je note d'ailleurs qu'elle s'améliore de tome en tome et c'est vrai que au tome 3, j'ai été impressionné par le nombre de détails qu'elle nous met sur les planches, les paysages, les émotions des personnages. C'est très important pour moi que ce genre de manga puisse transmettre des émotions à travers le récit et la psychologie des personnages, mais également le trait. Nous parlons d'un génocide, nous parlons d'une invasion, nous parlons de guerre, nous parlons de personnages qui vont être tiraillés entre le cœur et la raison. Tu te dois d'avoir une certaine précision et Yu Ito le fait très bien. Bon, vous l'aurez compris, je vous recommande fortement de vous procurer Shot Hell. Le manga est en 14 tomes. Il est déjà fini au Japon. Il y a environ un tome tous les 2 mois, donc le rythme de sortie est très soutenu. Et je finirai cette petite présentation par une info exclusive. L'autrice sera présente à la Japan Expo. Et oui les gars, donc une fois que vous aurez vu votre ami Fumi sur le stand R713, vous bifurquez directement sur le stand de Panini Manga pour vous faire dédicacer ce manga. Elle est pas belle la vie avec Fumi les frérots? Et oui, j'ai déjà fait votre programme pour la Japan Expo. En tout cas, merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter et d'avoir pris le temps de découvrir cette petite pépite qu'est Shot Hell. Vous trouverez donc en barre d'infos un lien pour découvrir le premier chapitre de ce manga et vous faire votre propre avis les frérots. Et je remercie encore les éditions Panini Manga d'être partenaires sur cette vidéo, mais également pour avoir le mérite d'aller chercher des œuvres novatrices. Car il faut bien avouer que un manga tel que Shot Hell, je n'en avais jamais lu. Intéressons-nous maintenant au problème scénaristique de Riboku. C'est un personnage qui est très intéressant à analyser les frérots. Je dois vous avouer que j'ai mis du temps à faire cette vidéo, tout simplement parce qu'il a fallu que je mette mon esprit en place. En plus, le personnage de Riboku est quand même assez complexe. Je ne pouvais pas sortir un problème scénaristique random. J'étais obligé de lâcher quelque chose d'assez perché. Et je dois vous avouer que c'est vraiment perché, car toute cette vidéo est basée sur une théorie. En effet, toute cette vidéo est basée sur une théorie de ma part. Pour les anciennes vidéos des problèmes scénaristiques, je suis plutôt sûr de moi. Shin n'est toujours pas très mature, Kanki, nous n'avons toujours pas son passé avant ses 13 ans, et pour Mubu, son problème scénaristique, c'est qu'il avait déjà battu son adversaire final. Clairement, ce sont des arguments qui sont indéniables. Mais là, concernant le personnage de Riboku, il y aura énormément de personnes qui seront contre moi dès le début de cette vidéo. Je vais, dès le début de cette vidéo, diviser votre avis concernant le personnage de Riboku. Les frérots, toute cette vidéo se base sur le fait que Riboku est, selon moi, un adepte de la mauvaise nature humaine. Et oui les frérots, je vous ai dit qu'aujourd'hui j'allais prendre des risques. Je pense que Riboku est comme Kampishi. C'est-à-dire que pour lui, l'être humain arrive sur Terre, dès sa naissance, il est fondamentalement mauvais. Et je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, car Riboku a des actions qui laissent à penser que c'est un adepte de la bonne nature humaine. Mais je ne pense pas, car il y a des éléments qui ne collent pas pour un être qui pense que l'homme est bon à la naissance. Il y a des éléments qui me laissent à penser que c'est justement le contraire, que Riboku est un adepte de la mauvaise nature humaine. Et c'est avec cette théorie que je pense avoir décelé le problème scénaristique de Riboku. Et mon but aujourd'hui est de vous convaincre que Riboku est réellement un adepte de la mauvaise nature humaine et qu'il a un défaut scénaristique. Je verrai donc en zone commentaire si j'ai réussi ou pas, même si je sais déjà que la tâche est très difficile. Mais j'aime bien les défis. Les récents chapitres de Kingdom nous ont prouvé qu'il y avait deux idéologies très fortes en Chine, deux pensées qui s'opposent même à l'intérieur des mêmes États. Il s'agit de la philosophie de la bonne et de la mauvaise nature humaine. Et c'est finalement Kampishi qui a développé cette théorie, même si ça avait déjà été abordé bien avant. Mais c'est Kampishi qui en a fait, on va dire, un étendard. Si nous devions trouver des porte-paroles de ces deux courants de pensée dans l'univers Kingdom, je choisirais Sei et Kampishi. Ils sont, selon moi, les représentations ultimes de ces courants de pensée, de ces philosophies, de ces idéologies. Sei pense que l'homme
est la lumière. Il pense que l'homme a une bonne nature. Ça a été dit, ça a été confirmé à de nombreuses reprises. Campeachy, c'est tout à fait le contraire. Il pense que l'homme doit être régulé, doit être géré par des lois. C'est un légaliste, très clairement. Et c'est là où il y a une incohérence avec Say, car Say prétend qu'il fait confiance en la nature de l'homme, qu'il a confiance en la bonne nature de l'homme, mais derrière, il unifie les états de force et il les place sous la direction d'une loi. Par conséquent, dans ses actes, il n'est pas cohérent avec sa pensée, car il ne fait pas réellement confiance à l'homme s'il le place sous la juridiction d'une loi. Campeachy répond logiquement à Say que s'il pense réellement que l'homme est bon par naissance, par essence, eh bien il ne le placerait pas sous la juridiction, il ne le placerait pas sous la responsabilité d'une loi. Et oui, et il a bien raison, et finalement Say n'aura jamais répondu à cette question. Ses actes et ses paroles ne correspondent pas. Il dit qu'il croit en la bonne nature de l'homme, mais derrière, il utilise une solution de légaliste, c'est-à-dire une solution qui se rapproche plus d'une personne pensant que l'homme a une mauvaise nature. C'est donc le cas pour Campeachy. Par conséquent, ces deux personnages sont, selon moi, les porte-paroles de ces courants de pensée dans l'univers Kingdom. Il y en a bien d'autres, bien évidemment, mais ce sont les plus connus actuellement. Maintenant, le petit jeu auquel je me suis amusé ces derniers temps était de me dire dans quel camp je pourrais mettre Riboku. Est-ce que Riboku irait plus du côté d'un Say ou du côté d'un Campeachy? Eh bien, écoutez, je pense que Riboku est plus du côté d'un Campeachy et je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Et une fois que je vous aurai expliqué pourquoi, par extension, vous comprendrez quel est son défaut scénaristique. Je pense que Riboku, lui aussi, pense que l'homme doit être régulé par la loi. Et il y a un élément qui me donne raison, les frérots. Et pour bien comprendre mon propos, il faut comprendre le personnage de Riboku. C'est un homme qui respecte les règles. C'est un homme qui respecte les us et coutumes de son état. C'est un homme qui respecte les lois. Et on le voit bien, il serait tout à fait capable de renverser les médiocrates qui sont à la tête de l'état de Zhao, mais il ne le fait pas. Il ne le fera jamais, car il est bien trop respectueux des coutumes de son état. Il est bien trop respectueux des lois, des règles. Riboku, c'est un homme droit. Lorsqu'il travaille pour toi, il mourra pour toi. Il ira sur le champ de bataille pour toi. C'est un homme fidèle, Riboku. C'est quelqu'un d'extrêmement respectueux. Il place la loi, les coutumes, les cultures, les traditions au-dessus de tout. Les frérots, vous devez bien comprendre ce propos pour pouvoir comprendre le suivant. Si vous êtes d'accord avec moi que Riboku place la vertu, le respect, les règles, les lois, les coutumes, les cultures, si vous êtes d'accord avec moi que Riboku place tous ces éléments au-dessus de tout, vous comprendrez donc que Riboku place également les lois au-dessus du peuple. Et il y a une discussion qui me donne raison, à savoir le jour où il a rencontré Say. Qu'est-ce que Riboku a proposé à Say? Il lui a proposé de faire une alliance qu'il avait appelée l'Alliance des 7 États, à savoir signer un traité pour tous les États, un traité de paix. Ce traité devait être respecté par tous les États. Et celui qui ne le respectait pas, eh bien, se voyait attaqué par les 6 autres. Cela nous prouve à quel point Riboku, dans son esprit, lui, aurait respecté ce traité. Il aurait respecté les règles. Riboku pense qu'il aurait pu réguler la mauvaise nature de l'homme par un traité. C'est une pensée de légaliste, c'est une pensée d'un homme qui place les lois au-dessus de tout. Et Say, lui, n'était pas d'accord avec ça, car Say, lui, pensait évidemment que cela ne serait pas une paix durable. Mais si on reprend l'essence, la quintessence de la solution de Riboku, on se rend compte que ce dernier voulait réguler la mauvaise nature humaine avec un traité, avec une loi. Et c'est le fondement même des légalistes. Et les légalistes sont plus proches de la mauvaise nature humaine que de la bonne. Nous le voyons avec Campeachy. Campeachy pense
que les hommes doivent être régulés, doivent être contrôlés par des lois. Riboku pense la même chose. Il a fait cette proposition à Sei. Il lui a proposé de réguler la mauvaise nature de l'homme avec des traités. De plus, si Riboku est réellement un adepte de la mauvaise nature humaine, cela renforce son antagonisme vis-à-vis de Sei et également de Shin, les frérots. Mais nous sommes dans une vidéo dans laquelle j'expose les problèmes scénaristiques et nous sommes à 10 minutes et je n'ai toujours pas exposé le problème de Riboku. Mais les plus malins d'entre vous l'ont déjà compris. Et oui, le problème de Riboku, c'est qu'il nourrit intérieurement le même rêve que Sei. Il admire le roi Heisei. Il lui dira même lors de sa discussion, Riboku, en fait, est un Sei avec moins de coronesse. C'est-à-dire que Sei, lui, a le courage d'utiliser la force, le sang, de créer un bain de sang, d'être appelé le boucher de Shin, les vidéos de Fumigène H, parce qu'il veut unifier les pays par la force. Riboku n'a pas ce courage-là. Riboku propose une solution qui ne fera pas couler le sang. Il essaye d'unifier la Chine sans effusion de sang. Par conséquent, son problème scénaristique, c'est que il ne peut pas être considéré comme un antagonisme idéologique à 100% alors qu'il nourrit le même rêve que Sei. Les deux veulent unifier la Chine. C'est juste dans la forme qu'ils ne sont pas d'accord. Mais dans le fond, ils le sont. Et oui, Riboku a très clairement dit à Sei qu'il l'admirait et qu'il voulait lui aussi que les guerres cessent. C'est juste sa façon de faire qu'il n'adhère pas. Mais dans le fond, les deux personnages se ressemblent. Là où Sei cherche à unifier par la force et à stopper les guerres, Riboku cherche à unifier par la légèreté et à stopper les guerres. Car lorsque tu réfléchis bien, tu te dis en tant que lecteur que finalement il y a quand même pas mal de points concordants entre Riboku et Sei, notamment sur leur volonté de stopper les guerres, notamment sur leur volonté d'unifier les peuples, ce qui le différencie fondamentalement de Ryofui, car Ryofui, lui, ne voulait pas stopper les guerres. Ryofui utilisait la guerre pour pouvoir faire des profits, ce n'est pas la même chose. Ryofui avait accepté la guerre, il allait même la faire prospérer, ce qui n'a rien à voir avec Sei qui lui veut littéralement stopper ces dernières. Riboku a le même rêve que Sei, c'est juste qu'il n'a pas le même courage que Sei. Mais attention, lorsque je dis que c'est un problème scénaristique, c'est juste du point de vue protagoniste antagoniste. D'un autre point de vue, on va dire un peu plus éloigné, si on prend un peu plus de hauteur, Riboku est beaucoup plus cohérent que Sei, car Riboku, au moins, lui, reste sur sa ligne, il unifie les peuples avec légèreté, mais il les unifie, il les place sous la juridiction d'un traité, mais il reste cohérent envers lui-même. Sei dit qu'il croit en la bonne nature de l'homme et derrière il l'unifie par la force et il les place sous une loi, c'est-à-dire qu'il utilise une solution de légaliste, c'est-à-dire qu'il se rapproche des personnages qui, eux, ont la théorie de la mauvaise nature humaine. Donc attention, je ne dis pas que Riboku est incohérent, je dis juste que c'est un problème, car ça le rapproche beaucoup de Sei, et finalement ça amoindrit son antagonisme vis-à-vis de ce dernier. Car comment considérer Riboku comme un antagoniste pur lorsqu'il nourrit le même rêve que le protagoniste? Et le début, la première partie de la bataille de Gihan nous l'a bien prouvé. Je vous ai expliqué dans mes vidéos des tomes 65 et 66 les raisons pour lesquelles Hara avait placé Riboku en protagoniste. C'est lui qui faisait avancer le récit. Nous découvrons cette guerre à travers les yeux de Riboku. Le personnage de Riboku est tellement nuancé et tellement complexe que Hara se permet même de le placer en protagoniste dans la première partie de sa bataille. Mais c'est aussi parce que au final, Riboku ne nous apparaît pas comme quelqu'un de réellement néfaste. On sent que c'est une personne qui défend tout simplement son état. Il est cohérent envers lui-même, tout simplement. Le problème scénaristique de Riboku est donc qu'il est beaucoup trop proche d'un Sei. Il est beaucoup trop proche d'un protagoniste pour être considéré comme un réel antagoniste. Même si il fait le taf, il a buté Uki, il a buté Kanki. Attention les frérots, je ne remets pas en cause tout cela. Je parle d'idéologie, je parle de courant de pensée. Je pense que Riboku, étant un adepte de la mauvaise nature humaine, il est très proche de Sei parce que Sei
utilise une solution proche également de la mauvaise nature humaine. Ce qui fait que les deux personnages auraient pu s'entendre au final. Les deux personnages pourraient même travailler ensemble. Riboku le dit même qu'il aurait aimé avoir un roi tel que Sei. Bon, après, il précise que c'était pour mieux le stopper et l'arrêter, mais je pense que Sei aurait pu le convaincre, car les deux personnages partagent le même rêve. À partir du moment où le fond est le même, la forme importe peu au final dans ce genre de situation, même si la forme dans ce genre de cas de figure, ça reste des millions de morts. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les deux hommes auraient pu s'entendre, auraient pu discuter, peut-être sur une forme de solution moins violente, mais au moins ils auraient arpenté le même chemin, à savoir le chemin de l'unification. Donc, comment nous, spectateurs ou lecteurs de Kingdom, pouvons-nous considérer Riboku comme un antagoniste dangereux alors que nous savons qu'il partage le même rêve que Sei? C'est la question que je vous pose, les frérots. Et là, vous êtes en train de vous dire que je vous ai mis dans un bourbier. Quel commentaire me laisser en zone commentaire, les frérots? Vous êtes d'accord ou pas? Déjà, vous devez me répondre sur le fait que Riboku est un adepte de la bonne ou de la mauvaise nature. Si vous pensez que Riboku est un adepte de la bonne nature, vous êtes déjà en opposition avec moi dès le début. Si vous pensez par contre que Riboku est un adepte de la mauvaise nature, eh bien là, à partir de là, vous êtes obligé d'être d'accord avec moi. Par conséquent, on va débattre salement en zone commentaire. Je sens que ça va être violent. Car dans le cas de figure où Riboku aurait été un personnage qui croit en la bonne nature humaine, pour quelle raison aurait-il souhaité placer les habitants de la Chine sous une loi, sous la juridiction d'un traité? Non! Un adepte de la bonne nature croit justement en l'être humain. Il pense que l'être humain est capable de s'extirper, de s'élever par lui-même. Il ne le placerait pas sous la direction d'une loi. Par conséquent, ça ne colle pas avec le personnage de Riboku. Et ça ne colle pas avec les paroles qu'il avait sorties au tome 45 à Sei. C'est pour ça que je n'y crois pas une seule seconde. Mais je peux évidemment me tromper. Et peut-être même que la suite de Kingdom me donnera tort à ce niveau-là. Peut-être même que la suite de Kingdom va littéralement balayer cette vidéo, mais c'est pas grave, il y en a déjà pas mal qui ont été balayés ces derniers temps, une de plus ou une de moins, j'ai envie de te dire, je suis vacciné maintenant contre ça, pas contre le Covid en tout cas. Mais voilà les frérots, maintenant c'est à vous de me donner votre avis en zone commentaire, comme d'habitude, avec honneur. Et on va débattre, je le sens, ça va être sale, ça va être lourd, je sens que je vais kiffer ça. N'hésitez pas à prolonger ce débat dans le Discord. On atteint bientôt les 600 membres, c'est une dinguerie. Les frérots, rejoignez le Discord si vous voulez kiffer sur Kingdom. On partage les chapitres à l'instant T. Ici sur Fumigène, on est même surveillé par Yasuo Zahara. Maintenant, c'est plus une blague, c'est une certitude, les frérots, parce qu'on se fait striker des vidéos, ça strike même des chaînes, ça rigole même plus quand tu fais du Kingdom. Mais en tout cas, venez, rejoignez la Fumi Family sur Discord, sur Insta, sur YouTube, sur Twitter. Rejoignez-nous les frérots. On va faire du sale et devenez membre si vous voulez soutenir votre frérot Fumi. Merci à vous d'avoir suivi cette petite, moyenne, longue vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Riboku.